Bonjour Éric Mercier, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre qui vous reçoit aujourd'hui en Ardèche et vous êtes situé à Nantes, n'est-ce pas? Absolument à Nantes. Bonjour Stéphanie. Merci de votre invitation. Je suis ravie. Vous êtes infirmier suspendu, vous avez été cariste, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie déjà très riche, vous êtes passé par l'engagement politique à l'UPR et désormais à Reprenons le contrôle. Vous allez nous parler également du syndicat Liberté Santé, des brigades du slip. Alors ça m'interroge énormément. Et puis nous allons parler de sujets fondamentaux tels que l'agriculture, ces valeureux agriculteurs qui nous nourrissent sainement, et la question épineuse de l'euthanasie. Bienvenue chez moi et chez nous. À vous, à vous la parole. Est-ce que je vous ai présenté suffisamment de manière complète, on va dire, parce que je crois que vous n'avez Oui, pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit à la campagne, hein. je ne sais pas comment dire. Je me sens engagé. Je pense que c'est probablement lié à l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère, qui eux méritent vraiment le nom de résistance. C'était des résistants de la toute première heure. Vous savez qu'à la fin de la guerre, tout le monde était résistant, mais au tout début, dès le début, ils étaient quelques centaines à peine en France. Et on estime globalement à peu près 5000 personnes avant, comment dire, la bataille de Leningrad. Et eux se sont véritablement engagés, et eux méritent vraiment ce nom de résistance. Nous, on est des personnes engagées. Je fais partie de comment dire, de citoyens qui s'engagent. On a rencontré à Nantes Jean-Dominique Michel il y a quelques semaines avec mes amis du collectif Santé Mauche qui les ont invités, qui l'ont invité sur Cholet, et puis aussi du collectif Santé 44 qui l'ont invité sur Nantes. Et bon, certaines personnes lui ont demandé à Jean-Dominique Michel, mais qu'est-ce qui fait que nous, on s'est engagés et pas certaines personnes de notre famille, pas toujours nos voisins, nos collègues, qu'est-ce qu'on a de particulier? Et Jean-Dominique Michel a répondu, c'est incroyable, il est fantastique, monsieur. C'est toujours très précis, très simple. Il a dit, en fait, vous avez trois paramètres. Vous avez un premier paramètre, trois paramètres qui se sont additionnés. Premier paramètre, c'est que vous avez un minimum de connaissances. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 15 ou un doctorat. Vous avez un minimum de connaissances sur un sujet, plus un minimum de valeur. Vous dites, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Plus, et ça c'est très important, une approche opérationnelle. C'est-à-dire que vous savez par quoi commencer. Je vais commencer par éteindre ma télé, je vais commencer par consulter des faits et je vais commencer par tout vérifier, revérifier, puis je vais écouter ce que disent les autres. Enfin, voilà. Et à partir du moment où vous avez ces trois paramètres, un minimum de connaissances sur un sujet, un minimum de valeur, et surtout que vous savez par quoi commencer, et ben, boum, vous basculez et vous vous retrouvez embarqué dans des histoires. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est du courage, ceci, cela. Non, en fait, non, on a tous peur, on est tous inquiets. Simplement, on maîtrise nos émotions par une approche rationnelle. Et donc voilà. Donc du coup, ben, je me suis retrouvé un petit peu à un certain nombre de carrefours et j'ai rencontré beaucoup de gens ces dernières années. Voilà, simplement. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir? Votre premier métier, c'était infirmier, c'est ça? Oui, voilà, moi je suis infirmier depuis 30 ans et je suis en soins palliatifs dans une branche, une forme de soins palliatifs qu'on appelle l'hémodialyse depuis 25 ans. Et en parallèle, je suis également formateur en EHPAD depuis bientôt 14 ans. Je me déplace dans 15-20 EHPAD par an. Mhm. Voilà, donc je connais un petit peu beaucoup le monde des EHPAD et le monde des maladies chroniques et de, comment dire, des soins palliatifs et donc aussi de l'euthanasie. Sur Ça, laquelle c'est encore un sujet que autre. nous allons aborder. Ouais. Euh, Avant de revenir à l'euthanasie, la suspension, vous avez connu la suspension. Oui, ah oui. Alors, la loi, c'est la loi du 4 août, Du 5 août, mais du 5 août 2021, c'est ça. Comment ça s'est passé exactement en quelques mots? alors en quelques mots, comment vous dire? Moi, j'ai toujours vacciné. J'ai toujours vacciné autour de moi. Je me suis toujours vacciné.
lorsqu'il y a eu le H1N1 avec un vaccin facultatif, Nous allons dire ben moi, injecter, cher Eric, nous allons dire injecter pour que cette chaîne puisse continuer à exister encore. Voilà, je salue pardon, la direction lorsque, des... bien sûr, nous les saluons, tous Bien ces sûr, braves gens. absolument. Mais lorsqu'il y a eu ces propositions alternatives immunitaires pour le H1N1 de façon facultative, ben moi j'ai attrapé mon épouse, mes enfants tout petits et tout le monde a été injecté. Mm. Donc, dans la catégorie anti-vax, on a fait mieux, quoi. Moi, je me suis toujours fait mes hépatites B et mes antigrippes tout seul comme un grand. Ça me paraissait complètement banal, quoi. Mhm. Donc voilà, premier élément. Et deuxième élément, c'est que, comment dire, dans mon service, c'est un service, l'hémodialyse où les insuffisants rénaux chroniques sont des gens qui ont tous les facteurs de comorbidité, c'est les gens les plus fragiles. Il y avait un taux de létalité de 15 à 20%, quand il était largement en dessous de 0%, en dessous de 1%, pardon, très largement sur la population générale. Donc, Est-ce que dit vous pouvez autrement, préciser à nos spectateurs ce qu'est le taux de létalité par rapport au taux de mortalité? Ce n'est pas la même chose. ah oui, alors oh là là, c'est un truc que j'ai creusé. Alors le taux de létalité de mémoire pour moi, c'est comment dire, j'ai peur de me tromper maintenant parce C'est peut-être le que nombre c'est le de cerveau morts qui sur le démarre. nombre de cas infectés, c'est ça, alors que le taux de Le mortalité, c'est le nombre de morts sur la population générale? Voilà. C'est Ah, bon, bah vous l'avez mieux résumé que moi. Hein, c'est complètement différent mm, entre pour observer une population en général et puis observer les gens qui sont malades, mais les mm. vrais malades, c'est-à-dire des gens avec Oui, des symptômes. Hein, oui. nous, on nous a fabriqué un truc où les gens qui allaient bien, qui allaient faire leur footing, étaient considérés comme des malades et on a inventé un mot qui s'appelle asymptomatique. Donc c'est fantastique, quoi. Donc chez nous, il y avait quand même de très forts risques. Et puis, dès septembre 2020, j'insiste bien, septembre 2020, bien avant que l'on parle de vaccins, eh bien, on a un médecin qui stoppe le Covid chez des gens de 94 ans qui ont tous les facteurs de comorbidité avec 200 microgrammes kilo d'hiver. Vous Mm, connaissez la oui. suite, je veux pas Mm, striker, plus mm, de l'azithromycine, vitamine D, zinc. mhm. Et ce monsieur fait ce que moi j'ai appelé des ordonnances sous le manteau, c'est-à-dire de vraies ordonnances, mais simplement écrites à la main pour être moins tracées sur le clavier. Et puis bah il stoppe ça au fur et à mesure. Alors évidemment moi j'ai traduit tout ça sur une déclaration de témoignage Mhm. un CERFA 11527 Astérix 3 là. Et pour faire mon témoignage, comme d'autres soignants, j'ai inscrit mon nom, prénom, mon numéro de carte d'identité. J'ai inscrit, je m'engage à dire toute la vérité, sinon je risque une peine de 25 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Deux points, ouvrez les guillemets, je commence mon témoignage. Et ensuite, on a donné ça à des juristes. Donc, il y a un certain nombre de soignants comme moi qui ont vu des choses. On a mis ça sur document. On n'est pas des mythomanes, des affabulateurs, que sais-je. On attend que des procureurs nous convoquent. Parce que nous, on a des choses à révéler. Et là, cette partie-là, c'est qu'un petit bout. C'est un témoignage, mais il y en a plein d'autres à faire. Donc, à l'époque, moi, je voyais bien qu'on avait le Médoc, on le stoppait. Comme beaucoup de gens, j'ai attrapé mon Covid, j'ai vérifié avec mes IgM, mes anticorps, et j'ai vu que wouhou, j'avais un volume d'anticorps SARS-CoV-2 au top. Normalement, niveau première année de médecine ou même niveau lycée, en première lycée, comment dire, études scientifiques, Mm. on sait que l'immunité naturelle, c'est quand même franchement au-dessus de l'immunité vaccinale, quoi. L'immunité naturelle, c'est quand même quelque chose. Et puis là, on m'a dit, ben non, il y a zéro traitement. Non, vos anticorps. Ah, si vous avez vos anticorps pour l'hépatite B, on veut bien les voir pour savoir si on vous refait votre vaccin hépatite B. Non, par contre, vos anticorps SARS-CoV-2, bah non, ils l'ont dit à la télé, ça ne compte pas. Mm. Alors moi, la mec est très courte, direct, je n'y arrive pas. Je ne parviens pas à faire semblant. Je peux pas. Le théâtre, je ne peux pas. Sur le territoire professionnel, en tout cas, je n'y arrive pas. Et puis ensuite, troisième élément, on m'a dit,
Mais c'est fantastique, c'est la sécurité absolue, ce sont de merveilleux produits, alors que la véritable définition, il s'agit d'injection de nanoparticules lipidiques d'ARN messager à visée immunogène de protéines spike en phase expérimentale 3. Vous voyez la longueur du truc. Bon, c'est plus facile d'employer un mot qui commence par V et qui Mm. se termine par N. Mhm. Mais non, il s'agit bien d'injection de nanoparticules lipidiques d'ARN messager à visée immunogène de protéines spike en phase expérimentale 3. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et moi, j'ai demandé un vrai produit. On en a commencé à me traiter de complotiste, d'affabulateur. Et j'ai dit, bon, ok, mais si j'ai une endocardite, un problème, quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour moi? Moi, j'embarque toute ma famille, hein. Mon premier travail, c'était mon travail de papa, c'est de protéger ma famille, c'est de protéger tout le monde. On m'a dit, oh, Eric, arrêtez, arrêtez un peu, quoi. Donc, j'ai eu la possibilité, on m'a fait comprendre que ça allait être ça ou la suspension directe. Et j'aurais eu la possibilité de tricher, Mhm. franchement. J'imagine. J'aurais pu, hein, parce que j'en ai vu, hein, je sais. Hein. Et partout, dans les cliniques, dans les hôpitaux, partout où je suis allé, j'ai eu plein de témoignages, hein, si les gens savaient. Mais je me suis dit, moi, ça va rater, je ne sais pas mentir. Je vais me planter. Les gens vont me dire, tu t'es fait vacciner, toi, Eric, franchement. Donc, et puis, réussir à mentir une fois, et c'est hyper dangereux hein, de tricher. Hein. Moi, j'invite les gens à non, éviter la triche. Allez-y direct. Soit vous le faites, soit vous le faites pas, vous l'évitez. Donc, bah, j'ai basculé dans bah non, je le fais pas. Et du coup, bah, je me suis retrouvé dans la nature. Plus de salaire, je suis tombé à zéro. Pas de pôle emploi, la maison à payer, la voiture à payer. Je me suis retrouvé à la rue, quoi, dans le caniveau, dans des usines où j'ai recroisé d'autres soignants, parfois des managers. J'ai même croisé un directeur d'EHPAD un jour à l'usine qui trimballait des bouteilles dans une usine de vin ensemble et on vidait des palettes. Et lui, ce directeur d'EHPAD était vraiment à un des postes les plus durs de l'usine. D'ailleurs, j'étais estomaqué de le voir là. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue, des soignants qui ont perdu leur loyer, se sont retrouvés à dormir dans leur voiture, qui ont été appelés à l'aide au Resto du Cœur, qui se sont fait jeter des Restos du Cœur. C'est pas, non, non, vous sortez. Quand je dis jeter, c'est jeter avec des postillons sur la figure. Pour le coup, c'était quand même ballot. Insulter, traiter de tous les noms. J'ai vu, mais même à un autre niveau, j'ai vu un grand chirurgien qui lui avait engagé deux salariés qui avaient son bloc opératoire dans une clinique privée, tout perdre. J'ai vu un couple de chirurgiens dentistes qui ont investi au fin fond de la ruralité. Donc là, on n'est plus sur des salariés, on est sur des gens qui sont en libéral, qui ont investi un magnifique outil de chirurgien dentiste pour la campagne profonde au nord de Nantes, avec des enfants, des étudiants, des salariés. C'est un volume à mon avis, de centaines de milliers, peut-être 1 ou 2 millions d'euros, je sais pas, d'investissement. C'est l'engagement d'une vie. Puis aller trouver des dentistes maintenant, hein, être jeté à la rue avec interdiction de l'Agence régionale de santé, je crois que c'est l'ARS, en tout cas des instances, interdiction de prendre des remplaçants pour continuer à faire tourner leur outil de travail. Donc vraiment, le but a été, n'a pas été, il est faux de croire que c'était soi-disant pour protéger les autres, etc. Non, le but a été de nous mettre la tête dans le caniveau avec un pied dessus pour nous écraser et d'attendre que la flotte arrive. Le but a été de nous faire crever. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des suicides, notamment, je pense à Karine, une mère de famille, une soignante. Et donc moi, bah, j'ai survécu 80 semaines avec. Alors il y avait plusieurs profils. Il y a des gens qui se sont dit, bah, je m'en vais. Je suis tellement écœuré déjà du monde, de la maltraitance institutionnelle que l'on faisait, etc. Il y a des gens qui ont dit, moi, je suis épuisé de la crise sanitaire.
puis d'autres qui sont partis, je sauve ma peau, et franchement, ça se respecte. Il y en a d'autres qui, sur leur suspension, ont pris des CDD et des CDI. Moi, je me suis toujours dit, on m'a volé mon boulot, on m'a volé mon job, j'y retournerai. On veut me faire craquer, mais jamais. Moi, je suis français. Français, ça veut dire homme libre. Free, ça veut dire libre. Frei, en allemand, ça veut dire libre. Franc, en français, ça veut dire libre. Donc, non, j'y retournerai. Donc, j'ai fait le choix de ne prendre que des contrats intérimaires à la semaine. 80 contrats intérimaires, donc 80 angoisses du jeudi soir. Est-ce que on va me trouver une nouvelle proposition pour lundi prochain, de façon à ce que le jour où je serai, comment dire, réintégré, je puisse y aller tout de suite. Donc, à chaque semaine, j'avais un ascenseur émotionnel, du désespoir de ne pas avoir d'argent, de poste, et puis et de l'espoir d'être réintégré peut-être la semaine prochaine. Autant vous dire que la vallée marécageuse a été fort longue et financièrement, s'il y a des gens qui ont aimé le mal qu'on nous a fait, qu'ils se réjouissent. On a vraiment souffert, on en a pris plein la figure. Et moi, financièrement, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Et pour un homme, c'est castrateur de le dire. Il a fallu qu'à un moment donné, ma femme me dise, arrête, Eric, maintenant, c'est nos enfants étudiants qui risquent de plus avoir à bouffer. Maintenant, il faut qu'on demande de l'aide. Et du coup, un jour, bah, j'ai été obligé de, entre guillemets, faire la manche, c'est-à-dire d'appeler des gens pour leur dire, aidez-moi, est-ce que quelqu'un peut me donner de l'argent? 100 euros, 200 euros, 300. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés. Le vrai terme, c'est qu'ils nous ont sauvés. Donc, les pervers qui avaient envie de nous faire du mal, qu'ils se réjouissent, ils nous ont vraiment fait du mal. Par contre, eh ben, le fait est, c'est que on est revenu en poste et on est revenu beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. C'est Mm. plus de la peau, c'est du cuir. Et moi, si je suis revenu, c'est aussi pour récupérer mon poste, certes, que j'ai récupéré pile poil exactement le même poste, mais je suis revenu aussi pour mes collègues, infirmières, aides-soignantes, médecins, etc., soit mes collègues proches de mon établissement ou toutes mes collègues en général, qui ont été vaccinés, pardon, qui ont été injectés sous, sous la menace, sous le chantage, dans les larmes. J'en ai un bon tiers qui se sont fait injecter joyeuses. J'en ai bonne moitié qui se sont fait injecter dans les larmes, quoi. Et ça, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège au niveau du soin, au niveau du droit du travail. C'est un sacrilège. Donc voilà, je suis une période passée. Je voudrais quand même faire un petit parallèle. C'est que entre-temps, tous les suspendus, on a créé le syndicat Liberté Santé. Oui, Le syndicat Liberté Santé, on pourrait en parler peut-être un tout petit peu. Mais si vous avez volontiers. des questions, Bien sûr, j'ai une question sur le fait que cette loi est toujours en vigueur. oui. Alors, ils ont suspendu cette loi. Mais techniquement, elle ne demande qu'à renaître de ses cendres. Donc, avec beaucoup de juristes, il y a pas que le syndicat Liberté Santé à y travailler, il y a d'autres entités juridiques. On reste sur le front au niveau des sénateurs, au niveau des députés, pour que la navette parlementaire revienne du Sénat vers l'Assemblée nationale, pour que cette suspension devienne une abrogation, ça disparaisse. Et donc c'est pas un petit chantier. Les élus globalement sont particulièrement mal informés. Ça c'est notre premier niveau. Il faut leur donner des informations précises, vérifiables. Et ensuite, ils sont bloqués dans des systèmes de caste. C'est des petits soldats. Ils doivent obéir à leur groupe parlementaire. Ils doivent obéir. Donc ils sont obéissants et il y en a très très peu qui ont osé tirer la sonnette d'alarme et dire non, 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 chers collègues, on s'est trompé ou on s'est fait avoir. Bon, il y a une petite partie liée à la Macronie. Bon, ceux-là, on les laisse tranquilles. Hein, on a eu une Martine Vonner extraordinaire. On en a eu une.
dans le groupe, la statistique, la femme extraordinaire par définition. C'est l'inverse de ordinaire. Elle s'appelle Martine Vonner. Mais après, bah, dans son groupe à elle, bon bah, sauf erreur de ma part, hein, mais je pense que c'est bon, ces gens-là, on les laisse tranquilles. Mais dans tous les autres groupes, il y a des gens. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais il y a des élus qui vraiment qui sont bêtes et disciplinés. Je le dis avec respect en termes de bêtes, qui ont suivi le groupe et qui, lorsqu'on leur explique les uns après les autres, sont très gênés, sont très embarrassés et ils nous disent bon, ça bougera, mais là tout de suite maintenant, moi tout seul dans mon coin, je peux pas. Mais oui, oui, on sait que donc ça avance tout doucement et on est déterminé. Ça prendra le temps nécessaire, mais cette loi, vous verrez, sera abrogée un jour. Très bien. Et justement, alors on reste dans le domaine de la santé avant de revenir vers votre vie politique riche. Le syndicat Liberté Santé, vous l'avez rejoint à ses débuts ou quand a-t-il été créé? Pour quelles raisons? Quel est son mode de fonctionnement et où en est-il aujourd'hui? Alors, au tout début, c'est un peu le syndicat des suspendus, enfin même carrément. Faut savoir que tous les autres syndicats ont tenu la porte pour qu'on parte. Il y a eu quelques personnes à la base des syndicats qui nous ont franchement aidés, mais on les compte sur les doigts de la main. Et donc, on s'est retrouvés à la rue, livrés à nous-mêmes. Au début, c'est vrai que ça a plutôt été un regroupement de soignants un petit peu du monde libéral, avec des médecins, des kinés, des cardiologues, des chirurgiens, des sages-femmes, ostéopathes, etc., qui se sont regroupés, des infirmières libérales, et petit à petit, ça s'est retrouvé dans le monde, comment dire, des salariés également, que ce soit en public ou en privé. Au début, le travail était essentiellement la réintégration, la réintégration. C'est pas parce qu'il y a eu la loi du 5 août que on doit dire amen. Non, 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 non. Ça a été un travail juridique pour faire réintégrer les gens. Et puis très rapidement, l'entité juridique Syndicat Liberté Santé s'est structurée avec beaucoup d'avocats qui sont venus nous aider, de juristes également. Nous, les soignants, faut comprendre, on est mauvais pour se défendre. On est des proies faciles. On sait pas faire. On peut résister au sang, à la mort, à la souffrance, au cri, à la maladie. On est formaté à ça. Mais quand on se prend une grande claque dans la figure, on a l'impression qu'on l'a mérité. J'exagère, mais c'est presque ça, quoi. On dit qu'est-ce que non. Donc on savait pas se défendre hein, concrètement. Donc, avec le syndicat Liberté Santé, on a découvert un certain nombre d'éléments juridiques. Et puis, petit à petit, on a basculé, on a avancé plus exactement sur une approche informant sur la réglementation. La loi, la loi, la loi. Mais toute la loi sur tous les domaines liés au monde du travail, la santé, le fait de soigner. Et notre objectif, c'est certes de protéger les soignants, mais faire surtout en sorte que les gens puissent accéder à des soins dans un cadre de consentement libre et éclairé. Et après, les gens, ils vont se faire soigner avec qui ils veulent, et les chirurgiens, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, privés, publics, trouvent le territoire qui leur convient et se réalisent eux-mêmes en tant que soignants. Mais en fait, on est une entité juridique qui va surtout travailler sur du rappel à la loi. Et je peux vous dire que au SLS, ça bosse, hein, ça bosse, ça travaille dur. Là, actuellement, il y a une actualité vraiment puissante. Oui. C'est le projet de l'OMS qui souhaite euh, prendre la main en termes de souveraineté sur tous les États du monde et dire, c'est le président de l'OMS, un petit bonhomme, sous l'influence de plein de gens du monde privé de laboratoire, qui pourra dire tel ou tel pays vous met en situation de pandémie. Oui, vous avez eu 0 mort, mais on m'a dit qu'il fallait quand même mettre pandémie sur votre pays. Donc maintenant, vous fermez, même pas au-delà de vos frontières, vous vous enfermez, je décide d'un confinement, puis tiens, je vais décider qu'on doit vous réinjecter ceci ou cela. Oui, je suis tout seul. Oui, votre ministre n'aura rien à dire, votre député non plus.
c'est comme ça, vous m'obéissez. Mais c'est la fin. C'est, Ce serait un organisme supranational autoritaire qui décidera pour X pays. voilà. Et là, on Presque a 200 des pays gens en d'ailleurs, je face de crois. nous. Presque 200 On pays. aurait, oui, mais on aurait dit ça il y a 2, 3, 4, 5 ans, on se serait fait traiter de conspirationniste. Là, non. Ils avancent complètement à découvert. Écoutez, on est en train de prendre les manettes. On veut faire, si on le souhaite, de la dictature sanitaire à volonté. Taisez-vous, obéissez. Non, donc le syndicat Liberté Santé, je vous invite, j'invite vos téléspectateurs à aller lire un petit peu tout ce qu'ils ont découvert. Ils se sont, comment dire, reliés à un collectif, le fameux collectif des 300. Il s'agit pas moins de 300 avocats. Donc, c'est des gens qui maîtrisent un petit peu leur sujet aussi. Et ils ont, comment dire, tout décrypté, tout listé. Et pareil, ben, on prend notre bâton de pèlerin, si je puis dire, et on va voir tous comment dire, les élus. Et on est surpris, hein, on est surpris de découvrir actuellement des députés de droite comme de gauche qui nous disent, bah, je jamais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on les travaille poliment, gentiment, en tête à tête, hein, avec leur attaché parlementaire, dans leur permanence. On prend des rendez-vous sur 30, 40, 50 minutes, 1 heure. On n'est pas sur 2 minutes dans une salle avec un micro ou dans un couloir. Non, on fait une petite séance de travail calme, polie, respectueuse. On leur donne les infos. Ils changent de tête, là. Mhm. Et ils se disent, ah oui, 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 c'est très embêtant. Ben oui, mesdames, messieurs les députés. Oui, 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 là, vous allez inscrire, ceux qui vont voter ça, vont inscrire leur nom dans l'histoire vis-à-vis des gens qui les ont élus, mais de toute l'histoire, comme ayant dit, on peut fermer un pays ou fermer votre maison parce qu'il y a un type qui l'a décidé, parce qu'il y a un laboratoire qui l'a décidé, avec, par exemple, 0 mort. Absolument. Et Mais d'ailleurs, là, ils veulent voilà. s'occuper pas uniquement de notre santé, mais des questions de climat, entre guillemets, et encore bien d'autres questions. Ce vote Voilà. aura lieu le 24 mai prochain, donc 24 mai 2024. Qu'est-ce que vous conseillez à nos citoyens de faire des démarches auprès de leurs députés, de leurs maires, etc. Clairement, on a mis sur le site du SLS des Je mets là, flyers, je vraiment. mettrai tout en lien en dessous de la vidéo. Voilà, vraiment, tout est résumé. Mhm. Bon, vous allez être un petit peu estomaqué de ce que vous allez lire. C'est logique parce que c'est quand même assez fort, mais ça vous concerne vous, vos enfants, vos petits-enfants. Et accessoirement, même là maintenant, vos anciens. En fait, tout simplement, les gens soit les impriment, soit les mettent en capture d'écran, les envoient toujours poliment poliment, s'il vous plaît, respectueusement. Sinon, ça casse le discours. Bien sûr. Le mal, ça s'attaque avec le bien. Si on attaque le mal avec du mal, c'est-à-dire qu'avec de la colère, ça rate, ça fait grossir le problème. Ça bloque la Euh, communication, on va dire. voilà. Et on informe ses conseillers municipaux, son maire, de façon à ce que dans la petite nébuleuse locale politique, les gens puissent déjà en papoter entre eux. On leur dit toujours allez vérifier, Mhm. allez vérifier. Il ne faut pas nous croire, c'est pas comme ça Bien que sûr. ça fonctionne. Mhm. Allez vérifier, s'il vous plaît. Mhm. Et puis, bien sûr, direction les attachés parlementaires et évidemment les députés, les sénateurs, via leur numéro de téléphone, la plupart du temps aux attachés parlementaires, sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site, Mhm. comment dire, du Sénat. On demande poliment, respectueusement de les rencontrer à 1 ou 2 personnes pour échanger, pour discuter, pour leur donner ces infos. On se connecte toujours poliment, respectueusement à leur compte Twitter. On y va calme et on leur donne tous ces éléments-là, à eux et à tout le monde, de façon à ce que, ils soient informés et deux, ils ne puissent pas dire ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mhm. Euh, Au tout début, ils peuvent être surpris, mais dans 3 semaines, 2, 3 semaines, non, ils peuvent plus dire on est surpris, quoi. Et Ok. puis ensuite, bien leur faire comprendre, attention, on est maintenant sur la crête, il va falloir choisir. C'est pas parce que votre groupe dit vous devez appuyer sur tel bouton. Mhm. Non. Alors le conseil
a donné pour le public qui a récupéré toutes ces informations sur, notamment sur le site du syndicat Liberté Santé, c'est d'aller voir calmement, poliment, respectueusement ces élus. Je sais que ça peut en énerver quelques-uns, quelques-unes parfois. Il y a de quoi, c'est vrai. Mais on va les voir. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. On va les rencontrer. On tombe sur des gens qui sont quand même pas mal à l'écoute, bien plus qu'on ne croit. On passe la plupart du temps par des attachés parlementaires. On a leur numéro de téléphone sur les, comment dire, le site du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On les rencontre lors d'événements parce que ils communiquent au niveau de leurs agendas. On va les voir poliment. Parfois, faut y aller plusieurs fois. C'est assez difficile comment dire, de trouver un instant, une journée, une petite heure, pardon, sur leur agenda. Et on leur explique, on leur donne toutes les infos. On tombe sur des personnes qui sont particulièrement surprises, intéressées, ça leur pose problème. Et il s'agit pour nous de bien leur faire comprendre, monsieur le député, madame la députée, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, attention, attention, votre nom risque de rester dans l'histoire sur j'ai donné un blanc-seing à une équipe de laboratoire sur la liberté de mes concitoyens, etc. C'est super important que leur faire comprendre ça. Un, on leur donne l'info, et deux, on saura ce qu'ils ont fait. Toujours poliment, on est là pour les informer, pour les aider. Et toujours, 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 on leur dit, allez vérifier, allez vérifier. Maintenant, il faut que vous fassiez le travail, vous avez l'info, allez vérifier. Et on a de bons retours, vraiment, on a de bons retours. Pour terminer sur le volet santé, qui est une grande partie de votre vie, vous êtes également inquiet concernant tout ce qui se met en place pour changer encore le rapport à l'euthanasie, alors que, on est bien d'accord, en France actuellement, existe déjà une loi relativement intéressante qui est la loi Leonetti. Vous confirmez? Tout à fait, tout à fait. Alors, là, il faut que je fasse super court parce Mm. que on pourrait y passer des heures, des nuits. Mm. Je suis passé chez Clémence Oudiakova sur Toxin il y a quelques semaines et je pense que ça pourrait être intéressant de mettre le lien où j'ai vraiment été loin dans les détails il a fallu plus d'une heure et encore, ça a été très rapide. Je mettrai le Euh, lien de Toxin en descriptif de la vidéo. oui, Mm. eh ben c'est vraiment important parce que il y a la notion de pour ou contre l'euthanasie. Mm. Ça, c'est déjà tout un sujet. Moi, l'info que je donne, c'est que c'est bien au-delà de tout ça. C'est la vraie question, ça pourrait presque être pour ou contre l'euthanasie de masse. Mm. On bascule sur un autre niveau. Comment vous dire? Pour faire très simple, des grands groupes d'EHPAD ont acheté, euh, ont commencé à acheter déjà depuis quelques années des pompes funèbres qu'ils intègrent à l'intérieur de l'EHPAD. Il y a un petit côté pratico-pratique, admettons. Bon, déjà, ça se présente moyen-moyen. Euh, ces grands groupes d'EHPAD ont un référentiel interne d'un point de vue économique qui s'appelle le TO, le taux d'occupation. Il faut que les lits d'EHPAD tournent. Un lit d'EHPAD avec un seul et même résident dedans à l'année rapporte moins, sauf si on lui vend tout un service, rapporte moins que le lit d'EHPAD de la chambre d'à côté où il y a plusieurs personnes qui tournent, tout simplement parce qu'il y a des frais de dossier d'entrée, il y a des frais de service et puis il y a les fameux frais d'obsèques. Je suis désolé, hein, c'est un peu glauque, un peu morbide, mais voilà. Et puis, les ARS ont une tendance à pousser les EHPAD à fusionner avec des services de soins à domicile pour amener l'EHPAD à domicile, ce qui est très gentil. On se dit, bah oui, c'est toujours, ça part d'un bon sentiment. Vous Mm. savez, cette phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, bah alors vraiment, vraiment, vraiment. Là, ça devient franchement visible. Quel est le sujet? Le sujet, c'est que il y a deux choses que les gens doivent ignorer pour toujours. Que ce soit vous, Stéphanie, que ce soit moi, que ce soit nos voisins. Alors là, moi, je milite pour ces deux choses que l'on doit ignorer. La première, c'est l'heure de la naissance d'un bébé. On doit ignorer à quelle heure un bébé va naître. Donc, par conséquent, à quelle heure une dame va accoucher.
Dans quelques cas, pour des raisons de sécurité, on peut provoquer des accouchements, mais c'est des cas particuliers. Mais on doit ignorer, on doit foutre la paix aux bébés dans le ventre de leur mère. Laisser cet enfant tranquille, laisser cette femme tranquille. La vie va s'exprimer dans un cri merveilleux et ça sera à 2 heures du matin, à 14 heures, on s'en fout. Et C'est le principe. même pendant les Jeux Olympiques, où ils ont quand même Exactement. Et ce sera pendant les Jeux accouché Olympiques. plus vite. Mm. Et alors? Parce que dès lors qu'on commence à connaître l'heure de la naissance d'un bébé, on bascule sur de la gestion de flux. Et on le voit très bien avec le cas des Jeux Olympiques, là. Mais si on connaît également la date et l'heure précise de la mort de quelqu'un, on bascule irrémédiablement sur de la gestion de flux. Et là où il y a de la gestion de flux, il y a un business, il y a un marché. Et le marché, à ce niveau-là, est absolument colossal, monstrueux. Google, Amazon, Facebook, c'est de la blague à côté. Parce qu'il s'agit, comment dire, pour faire simple, un businessman, enfin, ou n'importe quelle personne sur un marché, le bon petit boulanger, n'importe qui, on dit toujours c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Non, ça c'est évident que pour lancer un marché, il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Mais une fois que c'est lancé, le vrai sujet, c'est la gestion des inconnus pour celui qui veut faire tourner et qui veut atteindre un certain niveau de rentabilité ou un niveau de rentabilité minimum. Il doit supprimer les inconnus. La première des inconnus, c'est l'heure et la date du décès. Et c'est la plus importante. Dès lors que l'on connaît ça, on bascule sur de la gestion de flux. Moi, j'invite vos spectateurs à découvrir ce livre de monsieur Johann Chapoutot, qui, lui, a décrypté une grande partie du programme des nazis sous le Troisième Reich. Alors, ça y est, c'est lancé. Des gens vont dire, ah là là, le point Godwin, le Godwin. truc. Oui. Comment? Mais on va pas se censurer, s'il faut en parler, parlons-en ici. Et puis, si c'est Voilà. cohérent, il n'y a pas de raison de ne pas l'aborder. Mais c'est un véritable historien, sauf erreur de ma part, qui travaille à la Sorbonne. C'est un monsieur très sérieux. Oui. D'ailleurs, il a été invité par France Inter, France Culture. Donc, c'est bon. La maison mère de la bien-pensance l'a validé. A priori, on est bon, hein. Alors, quand on parle de nazisme, tout de suite, les gens ont tendance à dire, ah là là, c'est bon, pas la peine de m'en parler. C'est l'horreur, j'ai compris, la Shoah. C'est bon, on va pas refaire une couche sur le sujet. Oui, effectivement, c'est l'horreur, c'est une abomination, c'est tout ce que, oui, 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 on est archi d'accord. Le problème, c'est que quand on avance dans ce bouquin, on découvre qu'en fin de compte, la Shoah n'est que un volume, je sais pas, 30, 40, 50% de leur programme, mais il y a tout le reste du programme, du mode de pensée sous le Troisième Reich qui est occulté. Et là-dedans, la masse, enfin le fond de leur pensée, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Les plus forts bouffent les plus faibles, les inutiles doivent disparaître. C'est ça le darwinisme social. Mhm. Et là-dedans, on découvre qu'il y a un homme, Reinhard Höhn, qui est le grand organisateur du travail sous le Troisième Reich, qui est l'homme qui va créer les écoles de management à partir de 1947-48 en Allemagne. Alors évidemment, nos managers actuels ne sont pas des nazis. Je vais pas sortir une stupidité pareille. Évidemment, le problème c'est qu'ils ont été formatés à penser sur de la masse d'humains, de la ressource d'humains. Peu importe qu'il y ait du turnover, que vous soyez en souffrance, pourvu qu'on puisse vous remplacer et que la productivité se maintienne. Et lorsque vous donnez une loi sur l'euthanasie à des gens qui gèrent des taux d'occupation dans des EHPAD et qui, eux, doivent faire tourner du flux pour du rendement, si ces gens-là doivent vous dire il va falloir libérer la chambre 222 après-demain parce que la personne a signé le pacte sérénité pour mourir dans la dignité, alors qu'en réalité, elle va mourir dans la rentabilité, eh bien, cet administrateur, lui, pensant en gestion de flux, va pas se poser de questions, hein. La personne, elle a signé, maintenant, va falloir y aller. On a le camion qui tourne derrière. Il y a une ambiance soleil vert là-dedans, mais qui concrètement est en train de se mettre en place sous 3 ans. Et je suis désolé, c'est suffisamment morbide pour dire aux gens, non seulement on parle de vous, on parle de la mort de vos parents, de vos grands-parents, etc. Mais moi, en tant qu'infirmier, potentiellement, s'il y a des gens qui réclament leur décès dans 2, 3 ans et que je refuse, ils pourraient m'attaquer. Non, mais ça va pas ou quoi?
Non, mais on a une loi Leonetti qui Oui, stoppe les douleurs et la souffrance à 99%. Effectivement, il y a un problème sur une infime minorité. C'est même pas une minorité, c'est une infime minorité. Il faut donner des moyens aux soins palliatifs. Le soin palliatif, c'est j'accompagne la vie jusqu'au bout, d'accord? Et euh, éviter, évacuer cette histoire de d'euthanasie. L'euthanasie, c'est l'inverse du soin palliatif. L'euthanasie, c'est j'arrête un cœur avec un produit. Là, j'ai découvert, je discutais hier avec un ami, je peux pas dire son nom, mais c'est un gars assez connu qui me disait, je viens d'être contacté par une journaliste. A priori, il y aurait un document qui vient de sortir. Il va falloir que je le récupère. S'il y a des gens parmi vous qui le connaissent, ça nous intéresse. Les ARS commenceraient à dire, il est important que les ampoules de potassium soient bien stockées dans les chariots de soins, dans les EHPAD, pour être plus facilement accessibles. Mais le potassium, c'est très important pour les perfusions, hein. On injecte du potassium, du calcium, du glucose dans les perfusions, etc. Mais quand c'est en trop forte concentration, c'est hautement, hautement, hautement létal. De quoi je me mêle, les ARS, d'aller nous parler de mettre du potassium? Techniquement, je connais le produit, hein, c'est dangereux, c'est mauvais. Tout comme le Rivotril, ce qui a été fait, on estime qu'il y a un minimum de 5000 morts qui ont été euthanasiés de masse en France pour couvrir l'idée qu'il n'y avait pas de traitement, alors qu'il y avait plein de traitements, euh, comment dire, contre la Covid. ça c'est votre Les expérience injections. personnelle hein, qui parle. C'est votre expérience ou observation ou témoignage proche. Alors, ces témoignages, parce que c'est dans les EHPAD où je suis allé. Moi, D'accord. là où je travaille, Ok. il y a eu zéro Rivotril. Alors, là-dessus, je suis tranquille. Très bien. Et Oui, oui, si je dis ça ça n'avait pour pas que été la le cas, vidéo puisse avoir une chance de rester en ligne. Je oui, 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 salue, oui. je salue Non, non, les trollers. moi, là où je travaille personnellement, ça s'est plutôt très bien passé de ce côté-là, Mhm. franchement. D'accord. Mais comme je vais dans beaucoup d'EHPAD, j'ai croisé des gens des infirmières qui, elles, ont été confrontées à ce sujet-là et qui, D'accord. de façon horrifiée, l'ont rejeté. Mais on sait que sur Paris, notamment, il y a eu des gens qui ont tourné dans différents établissements pour faire ces injections 5000 morts. Mais le problème, c'est pas que c'était un coup d'essai sur la molécule. Un benzodiazépine à un insuffisant respiratoire, ça le tue. C'est écrit dans le Vidal sur le mode d'emploi. Non, le problème, c'est que c'était un coup d'essai sur notre réaction. Est-ce que les gens vont réagir au fait qu'on a tué des gens qui étaient guérissables? Mais Enfin, clairement, c'est un on test. en a guéri plein. Donc il y a eu un test, et pour terminer sur la loi sur l'euthanasie, une fois de plus, c'est pas tellement, enfin le projet de loi, c'est pas tellement est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie, on va vous embuer le cerveau, non, c'est que en réalité, c'est une euthanasie de masse qui se prépare pour les gens qui ne sont pas productifs, les soi-disant inutiles, les gens qui sont pauvres, dépressifs, handicapés. C'est ça qu'il y a derrière. Parce que les fameux encadrements, on va les creuser, on a déjà commencé à les creuser. Les mailles sont gigantesques, hein, sont tout à fait gigantesques. Vous êtes d'accord? Donc c'est un formatage inconscient des professionnels à accepter cette euthanasie de masse comme quelque chose qui est une nouvelle normalité finalement. Et on en vient. Voilà, alors, D'ailleurs, ça me fait penser là, aussi au livre d'Ariane Billerand qui s'appelle Psychopathologie du totalitarisme, où finalement il y a une espèce de maladie mentale et qui s'installe comme ça, enfin, pernicieusement dans la société avec de voilà. nouvelles normes. En technique de com, on a affaire à des gens qui utilisent la technique dite de la Vierge effarouchée, c'est-à-dire, mais nous sommes gentils, mais nous voulons lutter contre la souffrance, mais enfin c'est vous les méchants, etc. Alors bon, là, vous êtes obligé de vous caler en Vierge effarouchée également pour arriver dans le détail et leur parler les yeux dans les yeux pour leur dire, eh oh, vous croyez qu'on vous voit pas? Donc, ça prend du temps. Et effectivement, il y a une tendance larvée à faire avancer cette désinhibition comment dire, de pratiquer le mal, quoi. Mon métier, c'est de soigner les gens, c'est pas de les tuer. Mais enfin, quand même, déjà, mais le problème, c'est que ce qu'on retrouve dans ce livre, c'est le principe de mort miséricordieuse. La mort miséricordieuse, que les gens aillent voir dans le Figaro, vous tapez mort miséricordieuse, le Figaro, vous allez voir tout
comment dire, toute l'explication, c'est que à l'époque, disons qu'Adolf Hitler aurait très bien pu dire, cher soldat, tu reviens du front de l'Est, tu n'as plus de bras, plus de jambes, tu nous as très bien servi, mais maintenant tu es un poids, tu es un ballast. Ce serait sympa que tu désires ton suicide. C'est ça le principe de mort miséricordieuse. C'est faire susciter aux gens leur désir de se suicider pour ne pas encombrer le groupe. Et du coup, bah, si ensuite on peut leur proposer un outil, eh ben génial. Je vous donne un exemple concret. J'étais avec une petite grand-mère il n'y a pas si longtemps que ça qui était en larmes, elle avait de grosses douleurs, donc on a des médocs pour jouer là-dessus. Et elle me dit, l'EHPAD vient de me réclamer une augmentation de 150 euros par mois. Avec mon mari, ça nous amène à 5000 euros par mois. On a vendu notre maison, donc on a un réservoir d'argent qui est en train de baisser. Donc on a un délai où on peut payer. Et j'ai peur que ce soit mes enfants, mes petits-enfants qui nous prennent à charge. Et voilà. Et elle est du coup dans la dépression. La loi dit il faut que cette dame soit française, qu'elle ait plus de 18 ans, qu'elle soit atteinte d'une maladie chronique, grave, incurable. Ah bah, à 92 ans, suffit d'attraper le diabète, un peu d'insuffisance de ce elle l'a, hein, voilà. Oh super, elle est dépressive, voilà. Et donc cette dame va avoir des envies de mourir, mais pourquoi? Pour que son mari qui a la maladie d'Alzheimer puisse encore bénéficier d'un petit peu plus du réservoir d'argent, du peu d'argent d'économie d'une vie qu'il leur reste. Mais cette dame, elle n'a pas gagné sa vie, elle a payé sa vie. Je prétends qu'on peut, qu'elle veut vivre et qu'elle voudrait finir ses jours entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, dans le calme et le bonheur. Elle a aucune envie. Eh ben, la mort miséricordieuse, ça va être tout doucement de lui dire, avec une petite caresse, une petite douceur, faudrait, ben, ça commence à devenir gênant pour nous, là, hein, mamie, là, alors ça peut faire rigoler par moments parce que, comme disait Pierre Desproges, l'humour c'est la politesse du désespoir, mais c'est absolument catastrophique. Sous le Troisième Reich, eux, avec la mort miséricordieuse, ils se sont délestés de 400 000 personnes hein, à l'époque. Hein. On est bien d'accord qu'ils sont arrivés en 33, ils sont partis en 45. Hein. 400 000 personnes de leur population à eux. Hein. Et à l'époque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec leur méthode de com. Imaginez un petit peu, avec tout ce que Ariane a pu nous décrypter, où on en est rendu. Donc il y a un business là-dedans pour que cette dame, elle ait un désir de mourir. Et puis si elle peut mourir à une heure un petit peu plus pratique, hein, on pourrait caler ça le lundi matin, le mardi matin. Oui, non, parce qu'après, on a les ponts du mois de mai. Ce serait pas mal si on pouvait caler les obsèques samedi. Ah non, pas samedi là. Bon, une semaine de plus, madame. Mais attention, la semaine prochaine, il va falloir y aller. Hein. Non, mais ça va pas. Vous voyez un peu l'abomination. Moi, j'ai 30 ans de soins, 25 de soins palliatifs. J'ai vu tellement de gens mourir. Mais c'est la deuxième chose qu'on doit ignorer, c'est à quelle heure la personne va mourir. Et ça sera le bazar dans l'agenda de la famille. Hein. Mais on doit l'ignorer. Sinon, sous couvert de je veux pas souffrir, je veux mourir dans une soi-disant dignité, mais tout le monde va mourir dans l'indignité. Hein, ben les gens vont mourir dans la rentabilité. Et D'accord. leurs dernières heures, leurs dernières minutes, on va leur dire, bah, allez-y, accélérez un petit peu là. Parce C'est que vous horrible, c'est pas insupportable. assez rentable ou vous êtes un poids financier pour la société ou pour Voilà. la famille. Effectivement. Et en fait, d'ailleurs, cette loi Leonetti, vous êtes d'accord qu'elle permet aussi, d'ailleurs, quand ça devient intenable et insoutenable, d'augmenter les doses de morphine et de partir dignement et sans souffrance? Tout à fait, tout à fait. Quand on arrive à l'extrême de l'extrême, dans certains cas, on peut augmenter la sédation. Et on sait que la sédation augmentant, bon, bah, la vie va s'arrêter plus rapidement. Mais c'est totalement différent. Mais il y a encore un délai X. C'est ce qu'on appelle la temporalité. On ignore quand. Bon, déjà, 99% des gens, quand vous leur stoppez la souffrance ou quand la douleur devient franchement méprisable, vous savez, la souffrance, c'est un peu mon métier.
c'est quelque chose qui est individuel. On peut se mettre tous les deux un coup de marteau sur le même doigt avec le même marteau, on aura une souffrance différente. D'abord, elle est individuelle. Ensuite, la souffrance, elle isole. Ça ne se partage pas, ça ne s'accumule pas. On est isolé dans son coin, on se recroqueville. Personne en souffrance ne s'ouvre aux autres ou ne... Non, la souffrance, c'est que vous êtes obligé de vous recroqueviller. Et puis la souffrance, ça se combat à distance d'un bras, au contact. C'est pour ça que nous, les soignants, ça nous éclabousse et qu'on est transformé petit à petit. On n'a pas le même humour que notre famille. Notre famille ne peut pas comprendre. L'humour C'est notre noir vous famille. sauve, hein. L'humour noir par rapport à ces Voilà. souffrances qui On, sont finalement une donnée subjective, hein. On n'a pas tous la même tolérance à la souffrance. on est transformé par rapport à ça. Mais quand les gens sont calmés d'un point de vue souffrance, mais ils réouvrent les yeux et là, ils sont plus du tout pressés de mourir. Laissez-moi respirer encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais respirez, mais embrassez vos enfants, mais faites des messages. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une fraise, une pomme, une poire? Vous voulez boire un petit peu d'eau? Vous voulez qu'on vous foute la paix? On vous fout la paix. Mais on laisse la personne. Voulez-vous confesser ou vous voulez pas vous confesser? Ok, D'ailleurs, mais cette loi Leonetti n'est pas appliquée n'importe comment. Je crois qu'il y a un protocole précis. Il doit y avoir un collège de médecins et la famille qui doit signer des documents. Ça n'est pas du tout fait à l'emporte-pièce. et puis c'est surtout qu'il y a les directives anticipées où le patient peut dire, bon, écoutez, quand je serai rendu au bout du bout, je refuse qu'on s'acharne sur moi et je décide que telle personne pourra me représenter. J'ai confiance dans telle personne qui pourra dire à ma place, voilà. Et si à un moment donné, je suis rendu trop loin, qu'il n'y a plus rien sur les douleurs qui puissent eh bien, verbalement, je vous demande encore là de me sédater, de me faire dormir, parce que j'en peux plus, quoi. Et là, la personne, on peut la faire dormir si vous voulez, mais elle va rester encore vivante un certain temps. Mais au moins, elle n'est plus dans la souffrance. Alors évidemment, la mort, si vous voulez, elle est individuelle. C'est comme la naissance. Il y a des gens qui, sédatés, vont rester en vie quelques minutes, quelques heures, et puis il y en a d'autres qui vont rester encore en vie quelques jours, quelques semaines. On l'ignore. Mais stoppons la souffrance de cette personne, laissons-la finir sa vie quand elle se terminera. La vie, c'est sacré. On doit pas, on doit pas tuer des gens, même, et je suis désolé, hein, y compris à leur propre demande. Mhm. Non, non, La vie, c'est sacré, hormis pour des idéologies nazies. Donc là, il s'agit d'ouvrir de nouvelles fenêtres d'Overton, comme celles qui ont été ouvertes durant la période Covid. voilà. Après, je vais faire attention. Évidemment que quantité de gens qui prônent l'euthanasie n'ont pas une pensée nazie. Alors, Non, bien sachant sûr. qu'en plus, l'étymologie est complètement différente. Hein, c'est pas, c'est deux choses différentes, mais c'est pas de peau. On entend dans euthanasie, on entend nazi. C'est pas de peau, mais c'est c'est étymologiquement, voilà, le seul lien. Mais les gens qui réclament l'euthanasie pour eux ou comme une sorte de droit, moi j'ai entendu un médecin belge appeler ça un acte de soin. Mais non, Non, qu'est-ce que c'est que cette novlangue? Arrêter un cœur, ça n'est pas un soin. Hein? c'est Non, 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 non. constater Arrête. l'échec du soin, vous diriez? C'est constater l'échec et être, devoir se résoudre à l'échec du soin. Euh, c'est le vrai terme net et précis. Les mots ont un sens. Arrêter un cœur, ça s'appelle tuer quelqu'un. C'est tout. Moi, je suis un ancien pompier de Paris. J'ai vu des cas, des histoires folles. J'en ai parlé chez Nicolas Bouvier, où j'ai Le décrit salut. quelques anecdotes un peu pas terribles, mais pour que, oui, ça peut arriver. Mais on est sur des situations de guerre, des situations extrêmes, des situations invraisemblables. Euh, des situations complètement folles. Il faut que les personnes aillent voir sur la chaîne de Nicolas et puis ils verront quoi. Je mettrai le lien Euh, également. Voilà, on aura Coxin, on aura Nicolas Bouvier, de très bons collègues. Donc en fait, comme cette loi Leonetti est déjà en vigueur et elle permet pour vous, de manière raisonnable et nuancée, d'accompagner des cas vraiment particuliers, cette nouvelle loi sur l'euthanasie, c'est plutôt quelque chose d'idéologique finalement, dont il faudrait ah se ben là, on est, méfier et il faudrait éclairer les gens sur cette problématique.
Les On est professeurs. clairement sur une idéologie bisounours, une idéologie de gens qui ont un fond gentil, ok, mais des gens qui s'arrêtent sur la gentillesse. Alors pour maintenant on appelle ça bienveillance, je trouve ça ridicule comme terme. Enfin ils sont juste gentils. Moi je suis allé à un colloque, à une table ronde la semaine dernière. Je suis tombé sur des gens bien, hein, des gens corrects, mais ils s'arrêtent tout de suite juste à la notion de souffrance. Et d'un point de vue sociétal, non, on discute pas de tout ça. Moi, je discute que de la souffrance. Ah, mais la mort n'est pas arrêter la souffrance. C'est un autre sujet. Alors, on va dire oui, mais maintenant c'est une bataille d'idéologie contre idéologie. Non, c'est plus vaste, c'est plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a un business derrière. Il y a un marché absolument gigantesque. Vous pouvez Donc, leur répondre, arrêter la souffrance ou l'amoindrir, ça existe déjà, c'est déjà possible. mais largement, mais largement. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout consommateur de cannabis et je suis contre la légalisation du cannabis. Pour en débattre, etc. Les molécules de THC, etc. On peut y aller. Mais je me pose la question, je suis ouvert à l'idée du cannabis thérapeutique dans des phases catastrophiques de souffrance absolue. Bah, pourquoi pas? Moi, mon travail, c'est d'attaquer la souffrance. Donc, tout ce qui pourra m'aider à attaquer la souffrance, ok. Mais c'est une chose que l'accompagnement, le soin palliatif et donner des moyens aux soins palliatifs et faire une injection létale qui arrête un cœur. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous, vous avez embrassé cette profession par vocation, je crois que c'est clair, donc soigner, c'est respecter la vie avant tout. Oui, puis j'ai trouvé ma place. Ouais, c'est compliqué, hein. Moi, j'étais un mauvais élève, hein. Moi, je suis recordman du monde international. On est quelques dizaines, je pense, en France. Moi, je suis recordman du monde de redoublement scolaire. Personne n'a pu redoubler autant que moi à l'école. Mais vraiment, personne. Moi, je me suis ennuyé à l'école. C'est pour ça que je redoublais. C'était d'un ennui. C'était horrible. Peut-être que le Euh, système à, scolaire n'était pas adapté à vous. Ouais, c'était l'ennui absolu. Donc je faisais des bêtises où je dormais. J'ai quatre redoublements scolaires derrière moi. C'est quand même correct, hein. Et Il y a plus, il y a plus là, ça fort. commence à faire ça commence à faire du beau podium là, hein. Et puis un jour, il a fallu que je trouve ma voie. Entre-temps, j'étais devenu un petit peu moniteur de plongée, donc j'ai pu faire des voyages magnifiques et puis découvrir que j'étais capable. Il fallait Oui. mettre un bon coup de pied dans le derrière et que j'étais capable. Et ben, quand je me suis retrouvé avec une blouse blanche, là, j'ai découvert mon territoire, ma zone de confort, et puis mes collègues soignantes, infirmières, aides-soignantes, les dames de ménage, les secrétaires, et puis bon après les médecins, les chirurgiens, etc. Euh, ouais, c'est mon territoire, le labyrinthe hospitalier, c'est mon, mais comme je suis juste un type, je suis un infirmier banal. Un infirmier ordinaire, pas si ordinaire que ça. Et la politique dans tout ça, parce que vous avez aussi eu une vie, un engagement politique très, très riche, très chargé, n'est-ce pas? Oui, enfin très chargé. Je ne sais pas. J'ai milité pendant quelques années, de 2015 à 2020, à l'UPR, avec les équipes de François Asselineau. Ça a été un grand souvenir. Ça a été particulièrement formateur. En termes de conscience politique, d'une part, sur le fait que l'on s'était fait voler notre Demos Kratos, mais qu'on avait une part de responsabilité aussi là-dedans. On s'était un petit peu endormi, on avait un petit peu trop fait confiance. Ça m'a permis surtout de rencontrer des gens, enfin, la fameuse auberge espagnole, le métro à 18 heures, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire tout le monde, Mhm. et de continuer à marteler pour moi que tout le monde compte, définitivement tout le monde compte. Moi, je me suis vu dans des voitures à faire des déplacements avec à l'arrière un anarchiste romantique, on va dire un peu beaucoup communiste qui ne bougera jamais, assis à côté d'un notaire
royaliste avec l'anneau de Jeanne d'Arc, qui lui aussi ne bougera jamais, et tous les deux étant en train de mettre le plus de bazar à l'arrière du véhicule par les rires, les anecdotes, et tu me prêtes ton bouquin, est-ce que tu peux me donner la bouteille qui est derrière de Pinard ou enfin en tout bien tout honneur Oui, évidemment, bien mais sûr. il y a une fraternité chez des gens vraiment tellement différents avec des catholiques, des juifs, des musulmans, des gens complètement athées. L'idée de fond de tout ça, c'était de dire que chacun reste soi-même, surtout que chacun reste soi-même. On s'est fait piquer notre Demos Kratos, on pose notre soi-même dans un tiroir, une enveloppe, un dossier, momentanément. On travaille pour récupérer notre Demos Kratos, et puis après, ben, chacun repart, enfin, ou revient avec son soi-même. Et du Les coup, gens ben, se sont c'est une retrouvés sur fierté. des bases, des valeurs communes, des valeurs fondamentales communes. Ah ouais, ouais, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Et, même si j'ai beaucoup travaillé, mais comme les autres, hein, comme tant d'autres, j'en ai croisé qui avaient beaucoup plus travaillé que moi. Mhm. Et puis voilà quoi. Donc les années ont passé et parce que c'est aussi une aventure humaine. On a créé toute une partie assez conséquente, notamment de l'encadrement de l'époque en 2020, a souhaité créer un think tank parce qu'on a estimé que c'était plus efficace, qui s'est appelé Génération Frexit et qui vient de changer de nom ou de magnifier son slogan. Désormais, Génération Frexit s'appelle Reprenons le contrôle. Mhm. Ça veut tout dire. Reprenons le contrôle. Ben voilà, c'est encore tout le monde compte, que chacun reste soi-même. Il faut que l'on reprenne le contrôle. On s'est fait piquer notre Demos Kratos. Donc il faudra passer par l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc dit autrement, faire ce qu'on appelle un Frexit. Mais le Frexit, ça n'est que une étape juridique. Derrière, tout est à reconstruire, tout est à refaire Vous pourriez avec expliquer que vous un souhaitez bon le contexte. Frexit parce que l'Europe, techniquement et juridiquement, n'est pas modifiable de l'intérieur. C'est ça? Ah oui, 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 tout à fait. Là-dessus, il y a des gens qui vous parleront constamment de la construction européenne, mais c'est faux. La construction européenne est terminée. Ça y est, c'est fini. Hein. Depuis le traité de Lisbonne, c'est fini. On ne, l'idée, l'espoir de modifier une virgule, une apostrophe, une police de caractère dans un document du traité de fonctionnement de l'Union européenne, alors, parlez, vous imaginez un peu du fond ce que ça pourrait être sur la forme, l'idée de modifier quoi que ce soit est définitivement exclue, puisqu'il faut avoir l'unanimité des 28 États membres pour pouvoir dire on modifie ceci ou cela. Et les 28 États membres ont des stratégies et des besoins différents, contradictoires. Donc l'unanimité sera pour jamais. Les traités sont terminés, la construction européenne est terminée et elle est au service, certes, d'une oligarchie, certes, de lobbyistes, mais elle est surtout constituée pour être une sorte de marécage relationnel entre les États européens au plus grand bonheur des États-Unis, tout simplement, alors tout ça ne peut fonctionner qu'avec des lois, certes, mais qu'avec une monnaie, le fameux euro, et comment dire, l'euro est mécaniquement, c'est Vincent Brousseau qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui était docteur en mathématiques, docteur en économie et qui avait passé 15 ans à la Banque centrale européenne à Francfort, qui nous a enseigné, expliqué, formé comment l'euro fonctionne et comment techniquement, mécaniquement, l'euro, disparaîtra, mais tant qu'il vivra, l'euro ne peut fonctionner qu'en baissant les croissances et, dit autrement, augmentant le chômage.
c'est un peu technique, c'est un peu compliqué. Il faut envoyer les gens voir les vidéos de Vincent Brousseau sur la mécanique de l'euro. C'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Nous, il nous a fallu plusieurs relectures, prendre des notes, aller vérifier, parce qu'il faut toujours aller vérifier. Et la conclusion est très simple. Euh, L'euro disparaîtra. Ça n'a aucun rapport avec de l'idéologie, un programme politique. Non, c'est que c'est strictement mathématique. Il suffit de regarder tout simplement la balance des paiements, le seul target 2. Rien que là, la messe est dite. Une personne qui a énormément travaillé sur le sujet, c'est Charles-Henri Gallois, Mhm. sur l'euro. Euh, Moi, je renvoie les gens vers Charles-Henri, oui, L'euro bien sûr. disparaîtra pour devenir une monnaie numérique centralisée. Alors là, là, ils sont un peu aux abois, tous ces gens. Le dollar, qui est la monnaie de référence, est appelé par les traders le PQ, hein, c'est-à-dire que le dollar ne vaut plus rien. Je ne sais plus, d'ailleurs, je crois que personne ne le sait, mais quelle est véritablement la masse monétaire, la quantité de dollars émis en circulation dans le monde depuis la création du dollar. Ce qu'on a appris avec Charles Gave il y a quelques mois, de mémoire, c'était sur une séquence avec TV Liberté où on voyait la tête de Greg Tavibian qui était estomaqué. Je crois que c'est cet extrait-là à repasser, mais Charles Gave nous expliquait que la moitié de la masse monétaire, la moitié de la quantité de dollars dans le monde avait été créée, émis ces 3 dernières années. C'est une monnaie qui ne vaut plus rien, Rien, qui est fictive. finie. Donc, Mhm. pour qu'elle continue à exister, bah, il faut trouver des subterfuges. Le premier des subterfuges, c'est la notion de guerre, hein, pour avoir une industrie qui tourne derrière. Oui, donc la notion de guerre est importante pour sauver le dollar, tout simplement, parce il ne vaut plus rien. Mais il faut aussi laisser croire aux gens qu'ils ont une monnaie qui fonctionne. Et l'euro, c'est une monnaie qui, de toute façon, est une machine à perdre. Alors, les gens doivent se poser la question, est-ce que c'est une monnaie unique? Est-ce que c'est une monnaie commune? Comme le disait très bien Vincent Brousseau, l'euro est une collection de monnaies homonymes plurinationales qui s'échangent au taux de 1 pour 1. Une collection, comme je sais pas moi, une collection de livres, une collection de voitures, un groupe de quelque chose. L'euro est une collection de monnaies homonymes. Donc, c'est une collection de différentes monnaies homonymes, donc qui ont le même nom, plurinationales de plein de pays, qui s'échangent au taux de 1 pour 1. Dit autrement, toutes les monnaies de tous les États européens continuent d'exister, mais la lire italienne, le pesos espagnol, le mark allemand, le franc français sont homonymes, ils s'appellent euros. Donc jusque-là, on pourrait se dire, bon, techniquement, bah, après tout, pourquoi pas, on change le nom et puis c'est tout. Mais par contre, ils s'échangent au taux de 1 pour 1. C'est-à-dire que le pesos espagnol doit pouvoir s'échanger comme ça contre un marque allemand. Ah ben oui, mais non. Ah ben là, ça ne fonctionne pas. Parce que l'économie espagnole, c'est pas l'économie allemande. Et lorsqu'il y a eu la création de l'euro, l'idée, c'était au tout début de supprimer les banques centrales. Sauf que les Allemands ont dit oh oh oh. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec des Allemands, quelque situation que ce soit, à un moment donné ou à un autre, ils vous parlent de monnaie. Vraiment, le cauchemar, le sujet de tous les sujets pour les Allemands, c'est la monnaie, la valeur de la monnaie. Vous pouvez leur parler après de guerre, de nazisme, d'Union soviétique, de nucléaire, tout ce que vous voulez, ils vont blablater, blablater. Mais à un moment donné, si quelqu'un dans la conversation parle de monnaie, là, l'Allemand, il s'arrête et il se dit, là, ça devient sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu 1921 ou 1922, je ne sais plus, quand leur monnaie s'est effondrée, que les gens devaient avoir des millions de marques dans une brouette pour pouvoir aller acheter 1 kilo de farine, quand les immeubles se vendaient par paquet de 5, quand les femmes étaient obligées de se prostituer pour nourrir leurs enfants, c'est cauchemardesque, c'est horrible. Et 4, 5, 6 générations plus tard, ils ne s'en sont toujours pas remis. Et franchement, ça se comprend. Eh bien, eux, quand on leur a dit, bah, il va falloir supprimer les banques centrales, ils ont dit, oh, nous, on a le marque.
il fonctionne très bien. On est très à l'aise. Pourquoi est-ce qu'on va supprimer notre banque centrale? Ah bah tous les pays européens ont dit bah parce que on va faire l'euro, on sera tous des frères et des sœurs. Non 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 non. On veut bien que notre marque allemande s'appelle l'euro et Mm. qui s'échange le taux de 1 pour 1 avec un mécanisme, la balance des paiements sur le target de OK, mais nous gardons notre banque centrale, la Bundesbank, parce que au cas où, si un jour il faut ressortir, nous on veut pouvoir réimprimer nos marques. Et là, tous les pays se sont dit ah bon d'accord, bon, on garde nos banques centrales aussi. Alors oui, oui, Banque Italie, Banque de France, Banque d'Espagne, etc., etc. Vous gardez vos banques centrales. Alors, les 28 pays ne sont pas dans la zone euro. De mémoire, je crois que c'est 17 pays, mais ils ont gardé leur banque centrale. Et gardant leur banque centrale, dans l'ADN, intrinsèquement, la chimère est née à cet instant-là. Il aurait mieux valu, et heureusement ils ne l'ont pas fait, c'est ce qu'expliquait Vincent Breton, il aurait mieux valu que les banques centrales disparaissent, mais c'était techniquement impossible. Mais dès lors que les banques centrales ont continué à exister, il a fallu créer un mécanisme pour que les gens puissent s'échanger, enfin que les pays puissent s'échanger les monnaies entre eux. Et enfin, je peux vous le développer, mais ça va prendre 10 minutes. Ça ne sera jamais aussi bien que ce que faisait Vincent Brousseau dans ses vidéos. L'euro est une monnaie qui ne peut que mourir. C'est une croyance, hein, par contre. Hein. L'euro est une véritable croyance. C'est une véritable religion. Hein. C'est un truc. C'est un peu compliqué. Le cancre, l'ancien cancre que j'étais, j'ai réussi. Donc si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Mm. Prenez le temps avec les vidéos de Vincent Brousseau, vous comprendrez que cette monnaie ne peut que mourir et entraîner ceux qui sont dedans avec elle. Donc voilà. Par contre, petit détail technique, il y a des gens qui se sont emparés du sujet de la sortie de l'euro, le Front National pour ne pas parler du Rassemblement National, à une certaine époque, et Mm. qui ont tout fait pour critiquer l'euro avec une dose de racisme. Critiquer l'euro toujours avec une dose de racisme. De façon à ce que lorsqu'on critique l'euro, tout de suite, on se dit, ah, il serait pas un petit peu d'extrême droite, celui-là un petit peu Front National, un petit peu raciste, etc. Ah oui, Ils c'est ont une façon pourri de le sujet. diaboliser ceux qui se battent Voilà. pour leur souveraineté monétaire et De façon à... pas seulement Oui, d'ailleurs. c'est ça. Mm. De façon à ce que la souveraineté monétaire devienne un sujet interdit, un sujet tabou, Mm. un sujet où les gens sont des racistes. Mais non, moi je prétends juste que 1 plus 1 font 2. Il faut s'intéresser un tout petit peu aux mathématiques. Et puis surtout, est-ce que vous payez votre petit café, votre place de cinéma, comme en 1995, 98, etc. Hein, est-ce que vous vous en sortez mieux est-ce que vous pensez que les enfants, nos petits, là, actuellement, économiquement, la vie va être simple pour eux, autant que nous, en 92, quand on allait s'acheter un vélo ou un bouquin? Non, les prix n'ont fait que augmenter, que augmenter, que augmenter. Mais il y a des raisons mécaniques à ça. Et Vincent Brousseau vous explique tout. Charles-Henri Gallois, derrière, là, vous comprenez que Très c'est, bien. oui, Je mettrai en lien également les vidéos de Vincent Brousseau. En parlant de souveraineté, l'Allemagne est attachée à son marque. Nous, nous sommes attachés en principe à nos agriculteurs. La France est un pays de paysans, c'est culturel. Je crois que vous avez des choses intéressantes à nous dire sur les agriculteurs combatifs. oui. Oui, moi j'ai eu la chance dans mes années de militantisme de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et un jour, j'ai eu la chance de croiser un grand monsieur qui s'appelle Philippe Grégoire, qui est c'est le professeur Perron de l'agriculture, si vous voulez. Ou si je devais prendre référence avec mon ami Amin Umlil, qui est un des experts en France de la pharmacovigilance, Philippe Grégoire est à l'agriculture ce que Amine serait à la pharmacovigilance, si vous voulez, au droit de la santé. C'est-à-dire que Amine Umlil, quand il a fini de parler, vous savez pas quoi lui répondre. Eh bien, Philippe Grégoire, quand il a fini de vous expliquer quelque chose sur l'agriculture, vous savez pas quoi lui répondre non plus au niveau juridique, au niveau historique, au niveau économique, au niveau des holdings.
au niveau des coûts de fabrication, des prix des parts fermes, c'est tout à fait spectaculaire. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert le comment du 2 suicides d'agriculteurs par jour, mères de famille comprises, hein. C'est juste inimaginable. C'est avec Philippe que je suis allé à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan, rencontrer Jacques Safredo, j'espère ne pas trop écorcher son nom, qui est un agriculteur qui a reçu l'autorisation du diocèse de Sainte-Anne-d'Auray pour faire une messe, en général c'est au mois de novembre, pour les agriculteurs suicidés, et il pose un peu plus de 600 croix blanches sur l'esplanade de la cathédrale. C'est immense, c'est à perte de vue. Et vous vous dites, ah ouais, les 600 croix là, c'est les 600 morts de cette année. On est face à un génocide de paysans. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Comment dire? Moi, j'ai souffert en tant que soignant suspendu, mais j'ai pris mon risque financier, pas mon risque de santé. Justement, je ne voulais pas mettre ma santé sur la table, donc j'ai dit tant pis, je prendrai un risque financier. Et au final, ça s'est mal passé. Mais ma santé est impeccable et j'ai pris un risque une fois. L'agriculteur, le paysan, lui, il prend ses risques toute l'année. À quelle heure est-ce qu'il sème? Enfin, à quelle date est-ce qu'il sème? À quelle date est-ce qu'il récolte? Les choix qu'il doit faire tout au long de l'année sur son élevage, les choix qu'il doit faire sur les coûts qu'il engage. Mais actuellement, les agriculteurs sont sur une moyenne de 200 000 euros minimum d'endettement. Euh, comment dire, ils sont coincés à travailler facile jusqu'à 68 ans, 10 heures par jour, 7 jours sur 7, et comment dire, avec des revenus qui sont en moyenne, revenus nets, en moyenne de 1 000 euros net, et une très très grande partie ayant des revenus à 400-600 euros, y compris l'agriculteur que vous croisez qui est assis sur un tracteur géant, hein. Vous dites, celui-là, il est sur un tracteur de 200 000 euros, il doit bien gagner sa vie, ce garçon. Non, rien du tout, rien du tout. C'est pipeau. Donc, Philippe m'a appris beaucoup de choses, et puis j'étais estomaqué de leur souffrance. Et comment dire, à l'époque, je l'ai aidé à monter sa chaîne Philippe est dans le pré, parce que ça sonnait bien. J'avais dit à son épouse Catherine, je lui avais dit, on va remplacer l'amour par Philippe. Et donc, l'amour est dans le pré, ça s'est transformé en Philippe est dans le pré. Et c'est une petite chaîne maintenant qui a 16 000 abonnés, ou bientôt C'est bien, 17 000. très belle chaîne. Philippe, qui avait pas du tout besoin de moi et qui avait déjà été reçu par CNews, il était déjà passé sur Envoyé spécial, il avait déjà balancé du lourd. Sa petite chaîne montant, eh ben, il a été reçu par tous les candidats présidentiels, et il vous explique les coulisses, ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce qu'il gagne aussi peu? Alors, que je vais vous donner est très simple. Si vous allez chez votre garagiste avec votre voiture, il va réparer votre voiture ou faire l'entretien, puis il va vous donner une facture. Puis il va vous dire, monsieur, madame, vous devez payer tant. Si vous allez chez votre boulanger, vous prenez 3 baguettes et 2 gâteaux, on va vous dire, ben voilà, vous payez tant. Et vous allez payer au centime près, etc. Votre salon de coiffure, ce que vous voulez. Un agriculteur, quand il fabrique quelque chose à manger, que ce soit du végétal ou de la viande, de l'élevage, mais principalement encore plus sur de l'élevage, quand il fabrique quelque chose, son client, celui à qui il le vend, c'est le client qui fabrique le prix. C'est Ouais. compliqué à imaginer parce que on a une image autrefois de Perrette et le pot de lait qui s'en va au marché vendre son lait, et puis ensuite elle pourra faire des œufs, des veaux, vaches, cochons, etc. C'est terminé. Un agriculteur, quand il produit quelque chose, c'est une coopérative qui récupère ce qu'il a produit. C'est la coopérative qui lui dit, je te donnerai telle somme pour ce que tu m'as donné dans ce camion. Terminé. Circulez, vous sortez de la pièce. La Et les gars coopérative sont le cuits. calcule en fonction de la demande, c'est ça ou c'est pas exactement ça? Alors du coup, la coopérative, comment est-ce qu'elle fait pour fabriquer ses prix? Eh Oui. bien, elle est sur des prix de matières qui sont mondialisés. Mm. On pense que
il y a le prix du lait, le prix du mouton, le prix du poulet, le prix de la viande, tout ce que vous voulez. C'est mondial. Mais les autres pays, il faut qu'ils fabriquent du lait, des cochons, du poulet, ce que vous voulez, bien sûr. Mais les autres pays, ils ont des coûts de production différents parce qu'ils ont des salaires différents, ils ont des normes différentes, mais ils ont des météos différentes. Il y a des pays où il fait très chaud, il y a des pays où il pleut tout le temps, il y a des pays où vous avez du fourrage très facilement, des pays où il faut constamment acheter du fourrage. Donc l'agriculteur, je sais pas où, quand il est, que ce soit au Texas ou en Australie ou au Bangladesh ou en Inde ou dans le Maine-et-Loire, quand il fabrique quelque chose, c'est en fonction comment dire, de la société dans laquelle il évolue, en fonction des normes, notamment des normes environnementales, et puis c'est en fonction de sa météo. Donc son coût sera différent. Mais C'est pas la non, même économie, voilà, l'un c'est pas le même contexte économique. Et donc, mais oui. Et voilà. donc, l'industrie mondialisée, parce que tout a été mondialisé, dit, bah non, ça n'a que telle valeur. Bah forcément, ils vont pas le payer au prix la plus grosse des valeurs, celui qui a la plus grosse dépense. Ils vont tirer les coûts vers le bas. Et actuellement, un litre de lait, comment dire, en conventionnel, donc non bio, est grosso modo aux environs de 41 centimes le litre de lait. Si on devait faire une conversion en centimes de francs, on est sur une valeur qui est équivalente aux années 90. C'est-à-dire que le litre de lait n'a pas monté depuis les années 90. Eh ben oui, mais en attendant, l'agriculteur, l'électricité a monté, le comptable a monté, le vétérinaire a monté, le mécanicien a monté, les prix des terrains, tout a monté, mais pas ce qu'il produit. Parce que celui qui fixe le prix est une coopérative qui décide d'acheter au plus bas pour vendre ensuite à une industrie. Elle tire les, L'industrie va transformer elle tire les et prix elle, vers le elle bas. va vendre Mm. elle va vendre au plus haut et l'industrie va vendre ensuite au plus haut dans des centrales d'achat comment dire, à la grande distribution. Donc évidemment, tout est fait pour dire, ah, regardez, Michel-Édouard Leclerc, regardez, Auchan, Hyper U, le prix auquel ils vendent. Mais on peut faire baisser le prix du litre de lait, le prix de la viande, le prix du poulet pour le panier de la ménagère. Mm. Mais entre deux, il y a deux tampons. Avant d'arriver à l'agriculteur, il y a l'industrie et la coopérative. Et c'est dans cette zone-là que l'argent disparaît. Et Mm. donc, les agriculteurs ont vécu avec des grands-parents qui ont tenu une ferme, qui s'en sont sortis, avec des parents qui ont tenu une ferme, qui s'en sont sortis, mais eux, ils ne s'en sortent pas. Et Philippe, vous irez voir ça sur Philippe est dans le pré, il a très très bien expliqué ça dans beaucoup de d'émissions et de rencontres. Il y a ce qu'on appelle l'affectio societatis et l'affectio familiae. C'est ce qui va provoquer le suicide des agriculteurs. Les agriculteurs en famille, en général, ont des sociétés où ils sont totalement imbriqués les uns dans les autres. Dans la ferme X, il y a des parts qui appartiennent aux parents, mais qui Mm. correspondent aux économies des parents. Et quand un agriculteur dépose le bilan, faut bien comprendre que 3 fois sur 4, il ruine son papa, sa maman, ses grands-parents, qui n'ont plus rien. Donc c'est cauchemardesque, c'est l'affectio societatis, c'est le côté entreprise, entrepreneurial, mais ensuite il y a le côté humain, familial. Son grand-père s'en est sorti, son père s'en est sorti, mais à cause de lui, l'agriculteur va préférer se dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai détruit en plus de détruire mon rêve, c'est moi qui ai détruit mon entreprise familiale. Bon bah les gars, ils craquent et ils se tuent pour se dire je suis le responsable et en me tuant, je supprime le problème. D'abord, ils suppriment pas du tout le problème. Enfin, la ferme déposera quand même le bilan, mais eux, ils sont rendus à un tel niveau de souffrance qu'ils préfèrent. On en est à 2 par jour, mères de famille comprises. En général, enfin, c'est pas possible. Des mères de famille, elles se suicident pas, Bien quoi. sûr, quand on importe le poulet ukrainien ou les noix ukrainiennes, on tire les prix vers le bas. Alors, le pire, c'est que quand on importe du poulet ukrainien ou de la viande ukrainienne, on tire les prix vers le bas et des gens ignorants se diraient, ouais, mais bon, on fait ça pour l'agriculteur ukrainien. Eh bien non, caramba, encore raté.
les grandes sociétés américaines, dont comment dire, la plus grande société financière, BlackRock, 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 BlackRock. BlackRock ont acheté les terres ukrainiennes et le poulet, la viande ukrainienne qu'on nous envoie dans nos supermarchés et que nous achetons, c'est de l'argent qui va direct aux États-Unis. Le paysan ukrainien est esclavagisé, au moins autant que les nôtres. Donc, non, ça n'apporte aucune aide aux Ukrainiens, hein. C'est bien pour ça que les Américains ont tout intérêt à ce que ça perdure et que ça continue, mais discrètement. Mais discrètement. Donc, Philippe et d'autres ont repris une structure qui s'appelle le SAMU social agricole national et ils se déplacent à travers toute la France depuis plusieurs années parce qu'ils ont compris au SAMU social agricole national que personne ne viendrait les aider. Ils ont compris que c'est terminé. Ils Mm. savent aussi surtout, parce que c'est des gars qui ont beaucoup évolué dans tous les syndicats agricoles, mais ils savent surtout que le syndicat principal travaille pour l'agro-industrie, pour les coopératives qui cassent les prix. C'est assez étonnant, mais quand on creuse les organigrammes des sociétés industrielles, agroalimentaires, des coopératives et du syndicat principal, on découvre des gens de la même famille, le mari, la sœur, la cousine, le papa, le tonton, etc. Ces gens n'ont aucun intérêt à dire on va créer une ferme avec des salariés. Parce qu'un salarié, il prend ses congés payés, ses jours fériés, faut le remplacer, etc. C'est tellement mieux qu'il y ait des petits soldats, des agriculteurs qui, tant pis, ils crèvent les uns après les autres, mais qui, eux, vont travailler 10 heures par jour, vont faire travailler leurs adolescents, vont faire travailler le grand-père qui a pris sa retraite, il travaille jusqu'à 85 ans, il va seulement conduire le tracteur. L'épouse, elle va aller faire un autre métier, etc. Donc le SAMU social agricole se déplace à travers toute la France depuis de nombreuses années et il va, comment dire, faire du conseil juridique, du conseil sanitaire. Il va aider les agriculteurs devant les chambres d'agriculture, devant comment dire, le tribunal excusez-moi, je perds mes mots, pas le tribunal de commerce, Eh ben, mais enfin, les tribunaux lorsqu'il y a des cessations d'activité, des dépôts de bilan, les chambres de commerce et euh, d'industrie? Non, les chambres de commerce, voilà, non. et les chambres d'agriculture. Le SAMU social agricole va également aider les agriculteurs vis-à-vis de la MSA. Mhm. Et en fin de compte, ils vont les aider. Déjà, ils vont leur rappeler tout un élément, tout un tas de droits auxquels ils ont droit. Et puis surtout, le paysan qui est avec des montagnes de papier sur son bureau, qui est en dépression totale, qui a été quitté par son épouse parce qu'elle a besoin de sauver sa peau, elle aussi, à un moment donné, eh bien, il n'est plus rationnel. Donc, eux, ils vont ramener du rationnel. Ils vont lui dire, ce que tu vis là, nous, on l'a vécu. D'accord? Donc nous, on te demande pas on te demande rien, on te donne juste des informations et on va t'aider à faire des choix. Qu'est-ce que tu dois supprimer? Qu'est-ce que tu dois arrêter? Et est-ce que tu peux continuer dans quelles conditions? Est-ce que tu dois vraiment déposer le bilan dans quelles conditions? Très bien. Donc ça, c'est Ouais. vraiment le travail du SAMU social agricole et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Intéressez-vous, pareil, ils ont un site internet, SAMU social agricole. Ils sont reliés à la résistance paysanne. Intéressez-vous à l'association Résistance paysanne. Très bien. Intéressez-vous à Philippe et dans le Pré. Et si vous pouvez, faites-leur des petits dons. Euh, Vraiment, là, j'étais à leur assemblée générale l'année dernière. Ils ont sauvé 64 familles. Très Vous allez bien. me Donc dire c'est utile. 64 familles, Donc faites des dons, ils ne c'est seront pas vraiment... perdus ni détournés, comme certains fonds qui ont été Voilà. coûteusement détournés. Ah Pour bah non. terminer, Éric Mercier, nous allons aborder les brigades du slip qui pourraient prêter à rire. Alors, Les fameuses brigades du slip, qu'est-ce que c'est?
Les brigades du slip. On nous avait dit, vous aurez des brigades sanitaires qui viendront contrôler votre température sur les terrasses de café, qui viendront frapper à votre porte, qui viendront vérifier si vous avez bien votre QR code, si vous avez bien vos masques. C'est vous, si vous avez bien mis les personnes âgées dans la cuisine ou dans le salon pendant que vous faites Noël de l'autre côté, etc. On viendra, brigade sanitaire, on en a entendu parler un paquet de fois, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bah, d'abord, on les a attendus. Ensuite, on les a jamais vus, mais on les a surtout entendus. Deuxième geste que l'on pouvait faire vis-à-vis des brigades sanitaires, c'était ça. Voilà. Mais le problème, c'est que ça, vous pouvez pas le faire tout le temps, parce que vous avez des choses dans les mains, vous êtes occupé. Puis à force de faire ça, bah, vous pouvez vous faire mal à l'épaule. Donc avec des amis, nous, on s'était dit, ça, c'est une arnaque. Une véritable arnaque. C'est un masque. Mais c'est un masque de mascarade. Cela n'engage que La vous, norme. hein, bien sûr, puisque nous allons rester Oui, 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 présents oui. Alors attention. sur cette plateforme Moi, accueillante. je suis pour le port du masque chirurgical pour des gens qui ont une tuberculose. Parce que les gens qui ont la tuberculose, ils ont le bacille de Koch. Bacille de Koch, il fait à peu près 3000 nanomètres. Pardon, il fait 5 à 6000 nanomètres. Ça dépend de on le regarde sur la longueur ou l'épaisseur. Mais là, la maille, elle ne fait que 3000 nanomètres. Donc, elle stoppe du bacille de Koch. Et oui, le masque est bon pour des bactéries. C'est pour ça que vous regarderez sur votre boîte. C'est écrit en tout petit BFE supérieur à 98%, Bacterial Filtration Efficiency, efficacité de filtration bactérienne 98%. Eh ben, c'est OK. Et d'ailleurs, vous avez sur votre boîte écrit EN 14683. C'est la norme européenne qui vous explique tout ça. Faut avoir envie d'aller fouiller là-dedans, mais oui, oui, ça stoppe les bactéries. Mais bien sûr. La grande problématique, c'est que j'ai vu qu'à un moment donné, qu'on donnait à nos gamins des masques en tissu, hein, avec une maille en tissu, OK, parce qu'on avait nous aussi été obligés de fabriquer nos propres masques pour lutter contre un virus. Bactérie, OK, mais nous, c'était un virus. Google est votre ami. Quelle est la taille du SARS-CoV-2? Le SARS-CoV-2, il fait entre 60 et 110 nanomètres pour une maille de 3000 nanomètres et là pour une maille de 10 000 nanomètres. Donc, quand on a donné ce truc en tissu aux gamins dans les écoles, en plus de ça, c'était à ce moment-là une mascarade pour les museler, voilà. Donc, quitte à avoir des brigades sanitaires, on s'est dit on va créer les brigades du slip. Pourquoi? Parce que la joie est une force. On n'arrête pas un groupe qui rigole. On les arrête pas. Et puisqu'on pouvait avoir toutes sortes de masques, eh bien, moi, j'arrivais dans les magasins, j'avais pas mon masque. J'arrivais, j'ai fait ça à l'aéroport, j'ai fait ça à la boulangerie, à la pharmacie, à la poste, n'importe où. Oh, monsieur, vous n'avez pas mis votre masque. Oh, pardon, excusez-moi. Et je mettais un horrible masque dégueulasse. D'accord? Alors, Ce n'est pas très je mettais pratique, un masque, cher Eric. je mettais un masque qui est un nez rouge en fin de compte, mais un horrible truc dégueulasse qui est un slibard de grand-père pour dire, bah oui alors. J'ai le droit, puisqu'on donne du tissu à mes gosses. Et puis, c'est doux. Et puis, parfois, je rentrais dans les magasins et j'étais comme ça. Alors la Fnac, non, on va sur les romans. On file au roman. J'arrive. Tac. Et donc, on partait et on rentrait à la Fnac avec ça. On était dans les tramways avec ça. Enfin, ouais, on allait partout avec ça. Et on a beaucoup ri. Et il y a énormément de gens qui nous faisaient des pouces en l'air, qui rigolaient. Il y avait des gens qui étaient outrés. Et puis, c'était surtout un outil de discussion, en fait. De discussion. Bien sûr qu'on peut porter le masque, ça stoppe les postillons, mais croire que ça stoppe des particules de 110 nanomètres, non. Et le problème de ce truc-là, c'est que les gens, vous l'avez tous vécu, passaient leur vie à faire ça. J'éternue. Donc déjà, il est mort, il faut le jeter. Ah bah non, je le garde. Bon, je le garde, mais je le jette au bout de 4 heures. Ah bah non, je le garde des jours et des jours. Bon, déjà, ça ne sert plus à rien. Je souffle du SARS-CoV-2 dessus, donc je mets mes doigts dessus, puisque je passe mon temps à dire oui, s'il te plaît, oui, bien sûr. Je remets. Et quand j'ai mis plein de SARS-CoV-2 là-dedans et que je m'en suis collé plein les doigts, eh bien, hop, 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 je vais le mettre tout partout. Ce truc mal utilisé a répandu le SARS-CoV-2. Alors, on s'en foutait du SARS-CoV-2 parce que avec le traitement et puis tout ce qu'il fallait d'adapter, tout le monde l'a enjambé. Mais effectivement, pour des gens très, 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 très fragiles, il y a eu un effet moisson.
hein, on est d'accord. Mais la vraie solution, c'était d'abord un vrai lavage des mains, vrai Oui, 45 secondes de moussage, etc. Après de la solution hydroalcoolique, ok? Et ensuite de laisser les médecins prescrire. bien Le sûr. médecin sait qu'est-ce qu'il va vous donner comme médicament. Très Et bien. c'était terminé, Bien SARS-CoV-2. sûr. Non, on Donc, nous a dit, c'était le slip déguisez-vous, qui brigade permettait de panique. briser la glace. Voilà. Donc ça, en fait, oui, ce crétin, bien sûr, mais c'est un nez rouge. Et la joie est une force. Donc, J'aurais dû c'est vous comme ça qu'on a présenter une créé amie les brigades comédienne panique. que je salue ici, Joëlle, qui elle ne mettait pas un slip, mais quelque chose de plus sexy, c'était le string. Oui, mais il y a Mathilda Croft qui est une tweeteuse qui elle mettait dans le métro des petites culottes en dentelle. C'est comme alors moi je lui avais dit à Mathilda, bon tu prends la partie Sexy. esthétique. Nous on est les gars, on est les crétins de la maison. Nous on prend le truc dégueulasse et crétin. Hein, nous on y va comme des grognards. Toi tu prends le truc plus joli. Moi je vais pas mettre une culotte en dentelle, je peux pas rigoler non plus. Et puis voilà, c'était ça les brigades du slip en fait. Et on a beaucoup ri et ça a donné plein de bons souvenirs. Bon, maintenant les slips sont retournés à leur place dans le pantalon. Oui, alors bon, après confidence, je vous dirai pas ce que je mets, mais c'est sûr que je sais pas ce que je porte non plus. Hein. Ça c'est Par contre, quand vous n'avez pas votre taille de tour de tête de slip et que vous faites vos premiers essais de slip à l'Hyper-U pour voir, et puis que vous avez des petites grand-mères qui vous regardent à côté, qui vous dites, enfin madame, je n'ai pas ma taille de tour de tête de slip. Vous l'avez vous votre taille de tour de tête de slip? Enfin, la grand-mère derrière son, bah, mais laissez-moi. Votre mari, vous avez la taille de tour de tête de slip de votre mari? Non, bon bah voilà. Et ben moi je l'ai pas. Donc je faisais des essais et puis c'est un copain juriste qui m'a dit si tu le mets trop serré comme ça fait black bloc, ça fait moche. Bien Il faut sûr. que tu fasses un truc vraiment Faut rester dans la crusty, non-violence du slip. mais Exactement. le rire. Moi j'ai fait des manifestations avec des policiers juste à côté de moi. Oui. J'espérais pouvoir être verbalisé. Ça n'a Mhm. pas été fait. Que de souvenirs. Que de bons souvenirs. Oui. Ah Ouais. bah, si j'avais pu être verbalisé, je serais allé au tribunal, avec mes 135 euros d'amende, j'aurais contesté mon amende, l'huissier de justice aurait dit, Monsieur Mercier, dans l'affaire du... Ah oui, c'est vous, oui, voilà. Et pendant 20 minutes avec un président de tribunal, je lui aurais maintenu que j'ai le droit de me balader dans la rue avec un slip sur la tête. Et on aurait rigolé. Oui. C'était un Et peu j'avais des vol avocats au-dessus d'un nid de parisiens qui voulaient me coucou. suivre. Pardon? Oui, c'est aussi dingue que ça. J'avais des avocats parisiens qui m'avaient dit, Eric, si vous êtes convoqué au tribunal administratif, on descend de Paris, on vient vous défendre, parce qu'une histoire de dingue comme ça, nous, on adore. Bon, entre-temps, ils ont supprimé l'obligation, et puis les sourires sont revenus. Et ça a pris du temps, quoi. Mais une fois de temps en temps, quand on a envie de rigoler, Très on fait bien. les idiots. La joie est une force. C'est une très belle conclusion pour cette magnifique entrevue. Je vous remercie infiniment, Éric Mercier. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, qui vous dis bravo pour votre chaîne. Je souhaite que des gens vous fassent des dons. Je souhaite que des gens fassent des dons également pour Nicolas Oui. Bouvier. Vous le méritez tous les deux parce que vous faites partie de... On a besoin de vous, quoi. On a besoin de vous pour avoir de l'oxygène dans le cerveau. Merci au nom de nous tous, les médias indépendants. Merci. À bientôt, au revoir.